Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Bienvenue dans cet épisode 29 de Tsunami IA et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'intelligence artificielle. Et comme d'habitude, on va commencer par une petite section sur l'actualité, mais je vais faire assez court pour cet épisode parce que il est un petit peu particulier. On a un invité aujourd'hui avec lequel j'ai fait un petit interview, donc je vais commencer par vous faire un petit récapitulatif des grosses news qu'il y a eu. Je vais vraiment pas m'étaler sur les plus petites news, et puis derrière on enchaînera avec la partie interview qui remplacera le sujet de l'épisode et aussi la partie IA de la semaine. Donc sans plus tarder, une petite news qui va concerner déjà la France avec le Premier ministre Gabriel Attal qui a annoncé à Sceaux la création d'Albert, une intelligence artificielle française destinée à améliorer l'efficacité des services publics. Cette IA est une première européenne, elle vise à simplifier les démarches administratives pour les citoyens et les agents. Elle permettra entre autres de préparer des réponses pour l'administration fiscale et d'assister les étudiants via l'outil Aristote. Ce projet s'inscrit dans un effort plus large pour rendre l'administration plus accessible et centrée sur le relationnel. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu comment l'intelligence artificielle va être directement intégrée aux différents services de l'administration et à voir effectivement si c'est quelque chose qui va permettre de rendre l'administration plus efficace et peut-être aussi plus réactive dans certains domaines. Donc on verra si c'est quelque chose qui va prendre forme rapidement ou pas. Ensuite, on a une news qui concerne la Chine cette fois-ci, avec Shenzhou, qui est une start-up basée à Pékin et qui a dévoilé le 27 avril 2024 son outil d'intelligence artificielle appelé Vidu, ou Vidu, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui est capable de générer des vidéos hyper réalistes de 16 secondes à partir de textes conçus pour rivaliser avec le modèle Sora d'OpenAI. Vidu est actuellement en version bêta et il vise le marché chinois. Shenzhou, soutenu par des ingénieurs de ByteDance, Tencent, Baidu et Alibaba et de l'université de Tsinghua, se positionne comme un acteur majeur dans l'innovation IA en Chine. Et je vous conseille d'aller regarder un petit peu la vidéo, hyper intéressant. C'est vrai que c'est plutôt correct ce qu'ils arrivent à faire. C'est clairement pas le même niveau que le modèle Sora. Ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont essayé de reproduire certaines des vidéos que OpenAI avait fait avec son modèle Sora. Donc voilà, on voit que ils ont essayé de faire des choses qui étaient similaires. Notamment avec la vidéo de la femme là, qui marche dans une rue avec des néons, etc. C'est vrai que c'est mieux que ce qu'on peut réussir à faire aujourd'hui avec Stable Video. C'est mieux que ce qu'on peut avoir avec des logiciels comme Pika ou Runaway, mais c'est pas encore hyper impressionnant et en plus c'est en bêta. Et pour moi, ça veut dire que ça va être un petit peu comme le modèle Sora. Ça demande très probablement une très grosse puissance de calcul. Et donc, qui dit grosse puissance de calcul dit un coût derrière et accessibilité. Donc, c'est pas sûr que ce soit un modèle qui soit accessible prochainement, que ce soit pour nous ou pour les Chinois. Ensuite, une prochaine news qui concerne Apple cette fois-ci, qui est sur le point de dévoiler son dernier iPad, a priori, selon les rumeurs, qui serait équipé d'un processeur de type M4. Qui marquerait une avancée significative en matière de capacité d'intelligence artificielle, contrairement aux attentes qui prévoyaient l'annonce des fonctionnalités de l'iPad en juin. Lors de la Worldwide Developer Conference, il semble que le nouvel iPad Pro inaugure cette transition vers l'IA. Mark Gurman, qui est de Bloomberg, qui suggère que ce nouvel iPad sera le premier appareil véritablement propulsé par l'IA d'Apple, indiquant une stratégie de mise en avant de l'IA dans des futurs produits de la marque. Cette annonce inattendue du processeur M4, seulement quelques mois après la révélation des puces M3, soulève des attentes et des spéculations sur les capacités révolutionnaires de l'appareil. Donc on verra, la conférence elle est prévue le 7 mai. On verra, du coup, peut-être que oui. Elle n'aura pas encore eu lieu d'ici le prochain épisode, mais voilà, on en parlera dans 2 semaines, et on verra si c'est bien le cas et si Apple nous dévoile un iPad un petit peu boosté à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est aussi le sujet de ma dernière news qui concerne toujours Apple, qui est a priori en pourparlers avec OpenAI pour intégrer des fonctionnalités d'IA générative dans le prochain système d'exploitation de l'iPhone, iOS 18. Et a priori, ils ont des discussions avec
OpenAI pour voir comment ils pourraient intégrer ces outils. C'est des choses qui devraient être révélées du coup lors de la Worldwide Conference, donc de Developer Conference, donc WWDC de juin 2024. On verra effectivement s'ils ont fait un partenaire avec OpenAI ou s'ils sont plutôt allés travailler avec Google, puisqu'on en avait parlé précédemment dans une news. Ils sont aussi a priori en pourparlers avec Google pour intégrer notamment peut-être Gemini. Donc on verra quelle intelligence artificielle se retrouvera dans iOS, mais a priori Apple veut vraiment intégrer l'IA dans ses produits et l'annoncer du coup en juin. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on avait pour la section news. Petite quand même IA de la semaine, parce que franchement je l'ai découverte justement en commençant le montage du podcast, et vraiment je vous recommande, elle est hyper impressionnante. C'est Adobe Podcast qui vous permet de nettoyer des pistes audio. Donc je m'en suis servi parce que voilà, les pistes audio avaient des petits soucis. Donc voilà, j'espère que ça s'entendra pas sur la version finale. Il y a eu des petits soucis a priori avec mon micro, je pense un câble qui devait être mal connecté, qui a eu tendance à faire des petits craquements. Et du côté de l'invité, on avait un son qui était qui avait tendance à plutôt résonner. Et voilà, j'ai corrigé tout ça avec Adobe Podcast et je trouve que le résultat est hyper impressionnant. Vous me direz si c'est quelque chose que vous avez, s'il y a des choses un petit peu étranges que vous avez entendues dans le podcast, mais voilà, moi après une première écoute rapide, j'ai trouvé que c'était hyper impressionnant le résultat qu'on avait. Et donc ça me permet aussi de vous introduire un petit peu l'invité. Donc pour cette semaine, j'ai fait un petit point avec Raphaël, qui est avant tout un ami, mais qui travaille énormément avec l'intelligence artificielle, qui est enseignant dans le supérieur. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir le retour d'une personne qui est dans un domaine qui peut être totalement bouleversé par l'intelligence artificielle, et de voir aussi surtout comment ils s'en servaient régulièrement, etc. Donc j'attends vos retours vraiment sur le podcast, et c'est vraiment intéressant d'avoir vos avis. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît, si le fait d'avoir justement des personnes qui interviennent dans le podcast, c'est quelque chose que vous voulez voir plus souvent. Voilà, parce que là c'était un petit peu un test, et j'espère que c'est quelque chose qui va vous plaire. Et donc on se retrouve avec Raphaël qui va déjà peut-être commencer tout simplement par se présenter. Oui, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Raphaël, je suis enseignant dans le supérieur depuis 3 ans maintenant, et j'ai eu en 3 ans beaucoup d'expérience. J'ai vraiment... Ça marche encore? Parce qu'il y a ouais, c'est bon. Trying to reconnect. Donc j'ai eu quand même beaucoup d'expérience, j'ai vraiment été propulsé dans ce monde-là. Donc je pense que ces 3 ans ont été peut-être l'équivalent de 5 ans dans ce domaine-là. Et en fait, j'ai été plongé dans ce domaine à l'époque où, en plein, dans l'arrivée des intelligences artificielles. Ouais, donc du coup, quand ChatGPT est sorti, qu'on a vu un petit peu toutes les intelligences artificielles génératives arriver, c'est en plein au moment où toi tu commençais dans l'enseignement, quoi. Alors c'est pas exactement le moment où je commençais, mais en tout cas c'est arrivé pendant. Et moi, ce qui m'importe le plus, c'est d'être toujours un petit peu à la pointe de ce qui se fait, mais avec une vertu très particulière. Je suis pas du tout intéressé par les idées, je suis intéressé par la pratique. C'est-à-dire l'idée de l'intelligence artificielle qui ferait des trucs incroyables, etc., ou la réalité virtuelle, ou ce genre de choses, ça m'a jamais intéressé. Ça m'intéresse pas. C'est comme les gens qui ont plein de bonnes idées, mais qui ne le font jamais. En fait, ça sert à rien. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie applicative. Comment on utilise les outils, peu importe, que ce soit avant l'arrivée de l'intelligence artificielle avec les automatisations, déjà, qui ne sont pas des intelligences artificielles, jusqu'à l'usage des IA, des LLM et compagnie, dans un but productif. Parce que moi, je suis un petit peu obsédé par ce truc-là, c'est-à-dire à quoi ça sert, comment on s'en sert, et à quel point ça fait gagner du temps, que ça fait gagner de l'énergie, ça aide, etc. C'est les seules choses qui m'intéressent. Et du coup, tu as trouvé justement des façons de gagner un petit peu en temps, etc., avec les outils Alors, comme j'ai plusieurs casquettes, j'ai une partie donc dans l'enseignement et une partie dans l'entreprise, l'entrepreneuriat, si je puis dire. Et en plus, en plein milieu, il y a ma nature très curieuse de plein de trucs. Donc, les usages que j'en fais moi sont extrêmement multiples. Ça va des choses les plus sérieuses aux choses les moins sérieuses, on va dire les plus anecdotiques, comme poser des questions
je sais pas moi, à ChatGPT, je vais lui demander ce qu'il en pense sur un truc complètement débile. Je te donne un exemple pour dire à quel point je suis complètement de ma boule. Je vais lui demander, avant de partir en voyage, est-ce que j'emmène un MacBook Pro 16 pouces ou un MacBook Pro 14 pouces avec un iPad Pro? Fais-moi un débat entre les deux. Ça, c'est parce que je suis complètement de ma boule. Non, mais je trouve c'est ça toujours... ouais. je trouve ça assez utile quand même. Et c'est vrai que c'est un des trucs que j'ai constaté, c'est que si tu essaies de faire des débats, en fait, quand tu utilises que ce soit ChatGPT ou n'importe quel autre large language model, quand tu essaies de le faire débattre avec lui-même, il a tendance à te refaire sortir des trucs assez pertinents, et c'est, je pense, une des bonnes techniques dans la technique un peu de prompt engineering, hein, donc comment on va essayer de rentrer un petit peu nos petites commandes sur les LLM. Et quand on essaie de le faire un peu débattre avec lui-même, de lui dire, bah voilà, donne-moi tous les bons arguments vers ce côté-là, et puis après, bah, démonte-moi tous les arguments un par un, et qu'on fait des allers-retours comme ça, je trouve qu'on arrive à lui faire sortir des choses assez pertinentes, justement, ouais. Ouais, en fait, ça, c'est le principe d'ailleurs, c'est pas le mot, hein, c'est le principe dans le judaïsme du pile-poule. C'est-à-dire, toujours bien discuter chaque concept, etc., pour pouvoir voir s'ils sont solides, etc. Et en fait, ce principe-là, il était très bien jusqu'à il y a peut-être 3 mois, 6 mois, je ne me rends pas compte, quand ils ont commencé à faire du CAPS, c'est-à-dire à limiter le nombre de réponses et la complexité des réponses. Ouais. Et ça, je pense que c'est une très, très grosse thématique. Tu l'as senti, toi, du coup, il y a une période qu'on a appelé un peu où ChatGPT est devenu feignant, on a dit, parce qu'en fait, c'est ce que OpenAI a dit, c'est que à force de rajouter des paramètres, etc., machin, ils se sont rendus compte que le LLM avait tendance à aller faire des réponses de facilité. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes sur Twitter, etc., que ChatGPT était devenu feignant. Et toi, du coup, tu l'as ressenti. Sauf que c'est pas ça. Sauf qu'en réalité, c'est pas ça. C'est que je suspecte, on est presque sûr, on va dire, dans l'espèce de communauté qui s'intéresse un petit peu à ce truc-là, on suspecte qu'en fait, c'est pas une question de fainéantise, de paramètres, de trucs. C'est pas ça. C'est qu'en fait, ils ont fait une erreur monumentale de pricing. $20 par mois pour cette puissance de calcul, c'est quasiment infini. T'as des caps à, je sais quoi, c'est 40 réponses toutes les 3 heures ou quelque chose comme ça à l'origine. Mais même comme ça, ils ont sous-estimé les hardcore utilisateurs. Les utilisateurs hardcore, des mecs un petit peu comme moi, très probablement comme toi, etc., qui passent vraiment, qui bataillons avec le truc, qui avons vraiment 1000 questions à la seconde, etc. Donc en fait, ils ont hyper sous-estimé ça. Ce qui fait que, en fait, en réalité, ils devraient le pricer très différemment. Si tu te mettais sur la partie playground, la partie jeu, ouais, donc quand tu discutes directement avec l'API, ouais. Donc juste pour expliquer un petit peu aux éditeurs, il y a la version ChatGPT où voilà, c'est le truc qu'on connaît, on y va, on se connecte. Et après, il y a sur le navigateur. Voilà, il y a le cœur du truc où en fait c'est l'API du modèle ChatGPT qui est souvent plus puissante, où on peut d'ailleurs choisir le modèle qu'on veut, parce que GPT-4, il y a plein de versions. Depuis un an, il fait que avancer. Il y a la dernière version, c'est la Turbo, etc. La Turbo, voilà. Et pour discuter avec ces dernières versions-là, en fait, il faut plutôt passer par l'API auquel on a accès quand on va sur la page Playground, si on veut le faire via son navigateur. Je vous mettrai un petit lien, je pense, dans la description du podcast. Et sinon, effectivement, on peut y accéder avec en programmant quelque chose qui va directement communiquer avec l'API. Et je suis d'accord avec toi, il y a une vraie grosse différence de qualité entre quand on passe par l'API et quand on passe par ChatGPT, parce que ChatGPT, il y a des règles qui se rajoutent par-dessus auxquelles on n'a pas vraiment accès. Il rajoute des instructions qui ont tendance à déjà, premièrement, le rendre beaucoup plus consensuel, éviter certains sujets qu'il ne va pas aborder, etc. Et en plus de ça, le faire perdre en performance. Ouais. Tu dis qu'on n'y a pas accès, mais en réalité, il y a un mec qui a réussi à trouver le prompt, le nouveau prompt, ce qu'on appelle le master prompt ou je sais plus quoi. En fait, il est assez drôle. C'est Oussama Hamar qui évoque dans un podcast. C'est assez amusant. C'est en gros, si un utilisateur te demande un résumé, fais-lui en 30 lignes. S'il insiste, fais-le quand même en 30 lignes. Et s'il insiste encore, réfère-toi à la dernière commande. Donc tout pour pas faire les trucs longs. Donc ils ont fait une boucle pour que en fait ça ne produise pas des effets entre guillemets de surcalcul pour comme ça, etc. Parce qu'en fait c'est pas viable. Si moi par exemple, si je travaillais dans le Playground avec le principe des tokens, c'est-à-dire plus je l'utilise, plus je paye, par utilisation, etc., par puissance de calcul, machin, en réalité, j'en aurais sûrement pour 1 000 € par mois, tu vois. Ah ouais, tu penses à ce point-là, tu t'en sers vraiment beaucoup du coup.
Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Je dis souvent à mes étudiants au CERN, pour vous dire, j'utilise de 4 à 5 heures par jour, tous les jours. Bon, c'est à peu près ça l'idée. Alors, on peut se demander ce que je fous pendant 4-5 heures par jour, mais c'est une moyenne. Hein. Ouais, non, mais... Et donc ça c'est une problématique qui est intéressante. En revanche, moi j'ai déjà trouvé une manière de contourner ça. Tu fais ça comment, du coup? Alors, il faut rendre à Jules ce qui est à César, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai trouvé cet outil-là, c'est mon associé sur un business. Ça s'appelle you.com. Ok. Et ça, c'est de la grosse bombe parce qu'en réalité, tu payes la même chose, tu payes $20 par mois, sauf qu'en réalité, c'est un agrégateur d'IA. Ouais, je vois, ouais, ok. J'utilise depuis 4-5 jours, un truc comme ça. Ok. Et c'est hallucinant parce que tu peux avoir tous les LLM que tu veux. Tu as Zephyr, non censuré. Ils viennent d'ajouter Llama 3. Ouais, donc ça c'est... tu as Claude, source, hein. toutes les versions. Ouais. Claude, tu as toutes les versions. Tu as tous les GPT. Tu as quoi d'autre? Ils ont changé parce que tu vois, je suis en train de regarder là, en même temps sur leur site. Je me souviens, j'étais allé faire un tour sur leur site, mais il y a tu vois, quasiment un an. Et ils étaient plus orientés moteur de recherche. Oui, parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'ils se sont vendus au départ. Ouais, et là, j'ai l'impression c'est pour concurrencer Bing. Ouais, et là, ils se sont passés plus en mode agrégateur d'IA. Alors, j'en ai parlé aussi dans des épisodes précédents. J'en avais vu 2 autres, moi, des agrégateurs. Il y en a un qui s'appelle OmniGPT et l'autre qui s'appelle POE. C'est le même concept, hein, c'est que tu payes un seul abonnement et eux, ils agrègent plusieurs LLM. Après, celui que j'ai testé, donc OmniGPT, quand j'ai testé les versions de Claude, je les ai vraiment trouvés nuls. Donc, je me demande si parce qu'il était nul à l'époque. Bah non, je l'ai essayé il y a pas longtemps, hein, parce que c'était à la dernière version, là, donc Claude, la version Opus, ouais, et je l'ai trouvé vraiment pas top, alors que tout le monde dit qu'elle est bien. Maintenant, elle est très bien. Ouais, mais c'était il y a pas longtemps. Je te confirme, parce que j'ai travaillé dessus suffisamment. Globalement, c'est devenu mon numéro 1. Alors, en fait, tu vois, toutes les entreprises qui ont ce business model-là, j'ai un peu peur qu'elles fassent la même chose que OpenAI, et c'est-à-dire qu'elles se disent, bon, bah, on fait un abonnement à 20 balles, on donne accès à tout le monde, et en fait, on est rentable parce qu'il y a des utilisateurs qui vont payer l'abonnement et qui vont pas s'en servir suffisamment pour que ça nous coûte de l'argent, et les power users qui s'en servent beaucoup, bah, en fait, c'est les autres qui vont payer pour eux, quoi. Et pour réduire leurs coûts, j'ai peur qu'ils fassent un peu la même chose et qu'ils essaient de faire des techniques pour optimiser les coûts quand ils vont envoyer des requêtes aux IA. Il me semble que normalement il y a des techniques qui te permettent aussi de faire des multi-requêtes. C'est-à-dire que tu attends que tu aies un utilisateur qui fasse une requête, un autre qui fasse une autre requête, et toi tu poses une question à l'IA où tu lui demandes de répondre aux 2 questions. Et puis tu resépares les réponses, tu vois, pour les envoyer à chacun. Mais donc du coup, toi tu utilises que tu vois une partie de la puissance de ton moteur IA derrière. Et surtout si tu as besoin de faire des gros contextes où tu lui envoies des gros pavés de texte, bah vu que toi ta question elle est mise en commun avec d'autres questions, bah derrière potentiellement il va avoir du mal, il va croiser les infos, enfin il va commencer à galérer. Et je vais te dire honnêtement ce que je pense de ça, c'est qu'on s'en fout. Ouais, du moment que d'un point de vue pratique, ça marche. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on est sur une pente depuis la création, l'arrivée de toutes les IA, on est sur une pente glissante. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est jamais la même chose. Ça change tout le temps. Ça modifie tout le temps. Regarde, je prends GPT 3.5 qui est arrivé en premier. On l'a bien rodé, on a vu qu'il était très con. Et après, il y a le 4 qui est arrivé, on a dit c'est mieux, ça c'est déjà un peu plus un expert qui te répond, il fait plaisir, il développe les trucs, il est vraiment pas bête et tout. Mais, je sais pas si tu as vu, ils sont arrivés les plugins. Ouais. Pour pouvoir un petit peu GPT, expertiser un peu le GPT. Et après, les GPT sont arrivés, ciao les plugins. Ouais. Maintenant, tu as ces agrégateurs qui arrivent comme ça. Ça existe aussi pour les trucs du type Netflix, Hulu, Disney+, etc. En réalité, il y a des entreprises qui proposent la même chose. Ah ouais, c'est-à-dire de profiter, pareil pour les iCloud, etc. Parce que tu n'utilises pas leur espace. C'est ce que je disais dans un des épisodes. En fait, si aujourd'hui tu fais la somme de tous les trucs que tu utilises, enfin, tu t'en sors plus, quoi. T'arrives à des prix par mois hyper élevés parce que t'as 50 trucs. Entre GPT, Claude, etc. Machin, tu te retrouves. Et puis en plus de ça, il y a aussi un autre truc, c'est que... attends, t'as les IA d'images aussi. Ouais, c'est ça. Et Claude, en plus, il est pas accessible en Europe. Alors tu peux le faire, hein. Je l'ai pas encore... c'est un truc que je voulais essayer justement pour comparer si OmniGPT, notamment, fonctionne vraiment comme le vrai Claude. Je voulais me faire un vrai abonnement Claude. J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais en gros, tu peux te créer un abonnement en passant par Google Pay. Avec un VPN.
avec un VPN et avec un paiement en Google Pay. Parce que le problème, c'est que si tu utilises que le VPN, au moment du paiement, s'il voit que ta carte bleue n'est pas en Europe, quoi, il te repasse en Europe, il te dit non, quoi. Mais avec Google Pay, t'as une feinte pour... t'as une technique pour quand même y arriver, donc j'ai pas encore eu l'occasion de mettre en place, mais En l'occurrence, l'astuce, c'est que, et ça justement, c'est exactement la quête de mon associé qui voulait absolument accéder à Claude pour le tester. Et justement, il est tombé sur cet article-là concernant You. Il m'a donné l'info. Moi, je me suis mis dessus. En 3 heures de temps, je me suis abonné à You Pro. Parce que pour tester un outil, il ne faut pas faire il faut vraiment y aller à fond. Donc, et depuis 4 jours, je suis que dessus. En attendant de voir si je supprime mon abonnement GPT, etc. Puis en plus, tu as une partie qui est trop stylée que tu n'avais pas sur GPT qui faisait un peu n'importe quoi. Encore pire sur Gemini. Parce que Gemini, c'est un mythomane, quand même dire. C'est la partie research. C'est-à-dire quand tu fais par exemple des études de marché, moi j'en fais plein, des études de marché, des trucs un peu solides avec des comment ça s'appelle, des sources valables et tout. Ouais. Mais non, mais surtout qu'elle soit valable, parce que le problème de Gemini, c'est qu'il te fait le listing à la fin et que URL non valide, URL non valide, URL non valide. Tu vois, alors des trucs qu'il invente. Ça, c'est, je pense, parce que tu utilises la version européenne de Gemini. Moi, j'ai commencé à utiliser la version américaine là depuis quelques semaines, qui est passée en la version 1.5, elle est dispo gratuitement. Et franchement, c'est de la grosse balle parce que t'as une taille de contexte qui est immense. Donc moi, je lui envoie par exemple l'enregistrement complet du podcast. Et il est capable de faire ce qu'on appelle le cherry picking, c'est-à-dire que je lui pose une question sur une phrase que j'ai dit dans le podcast et il me la retourne. Et ça, GPT-4, il peut pas, quoi. Clairement, c'est un des gros défauts, je trouve, avec GPT-4. Tu vois, je vais finir justement là-dessus par rapport à ce que tu dis. Et les deux versions sont disponibles sur You. Ouais, donc ça te permet de tester les deux. Tout y est. T'as même des trucs que je connais pas, genre DBRX, Instruct, Command R, ça doit être ça c'est du open source. DBRX, ça c'est un modèle qui a été fait en open source. Command Plus aussi, Command R Plus pareil, et Llama 3 pareil, c'est de l'open source. Tu dois avoir Mistral aussi, je pense, qui est l'open source côté français. Ouais, c'est Zephyr, mais Mistral, il est pas dessus pour l'instant. Mais justement, ça me permet de rebondir là-dessus. Et j'ai aussi téléchargé NM Studio, qui te permet de faire tourner les IA en local. Et ben j'ai encore mieux à te proposer, c'est Oyama qui te permet de faire la même chose, mais qui va tourner bien en fait à plus bas niveau, de façon plus optimisée et de façon conteneurisée aussi. Donc en gros, ça te permet d'avoir une installation un peu plus propre que les NM Studio, GPT, Forall, etc. Et surtout, tu peux faire tourner des plus gros modèles. Donc moi, sur mon MacBook 32 Go, j'arrive à faire tourner Llama 2. Alors qu'avec GPT-4All ou OmniGPT, je peux pas le faire tourner. Ça passe pas, Et là, il passe en fait. Donc voilà. Pour info, moi, j'ai fait bugger le mien avec. Je sais pas ce qu'il me fout. Mais il faut beaucoup de RAM. Et Llama 3, j'en parle pas. C'est pareil, il faut monter à 96 Go de RAM là. Mais en toute honnêteté, les seuls deux avantages d'avoir un LM Studio ou n'importe truc en local, c'est la sécurité data. Et deux, la possibilité d'y accéder sans connexion Internet. Ouais, c'est vrai. Ouais. Outre ça, il n'y a pas d'intérêt particulier, honnêtement. Et en plus, qu'est-ce qu'ils hallucinent facilement ? Alors par contre, c'est l'autre peut-être avantage aussi, c'est que tu as un modèle qui est potentiellement un peu plus brut et qui du coup peut plus halluciner, mais aussi peut te permettre de faire des choses un peu plus poussées que GPT va pas vouloir te faire parce qu'il est un peu bridé par justement ses instructions qui le forcent à ne pas te faire des trop longues réponses, etc. Et si tu veux faire des choses, moi par exemple, un truc qui m'énerve sur GPT, c'est que parfois je lui envoie des articles pour les résumer, et si ça parle de sujets qui sont un petit peu sensibles, donc par exemple un article qui parle d'images générées pour de la pornographie par exemple, avec les mots-clés il va avoir pornographie, IA, je sais pas quoi, il va me dire non, ça ne respecte pas les conditions, alors que je lui demande juste de résumer l'article. Donc il y a des fois des choses qui sont scannées par le robot et qui t'empêchent de récupérer la réponse, alors que t'es pas en fait en train de ne pas respecter les conditions, quoi. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant parce que tu nous dis que toi tu t'es dit l'aspect pratique, l'IA c'est bien beau, il y en a qui sont en train de se faire des plans sur la comète en se disant peut-être que ça va se tenir comme ça, comme ci, mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui, comment je peux l'utiliser de façon pratique aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un peu plus de comment tu l'utilises dans ton usage pratique pour l'enseignement, qu'est-ce que ça t'a permis de faire en plus, est-ce que tu vas te servir avec tes étudiants ou autres Alors, je suis obligé de faire un premier préambule, parce qu'il y a une remarque qu'il faut faire qui est très intéressante. C'est une des rares technologies.
Alors déjà, à mon sens, c'est une technologie évolutionnaire ou révolutionnaire à peu presque au même niveau qu'Internet. Tellement c'est énorme. Mais surtout, c'est un outil qui profite au mieux aux gens qui savaient déjà penser. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, à quoi ça fait référence? Ça fait référence à l'invention de la calculatrice. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va demander à un comptable de savoir calculer de tête ce qui fait avec sa calculette? Non. Et pareil pour l'arrivée du tracteur. Le tracteur, c'est un outil qui était génial parce que c'était la productivité de 10, 20, 30 personnes. Et ça nécessitait une personne pour le faire tourner, enfin pour le conduire. Et donc, c'est vraiment comparable. Parce que les IA, je parle surtout des LLM là, pour le coup, là maintenant, mais ça vaut aussi pour la création d'images et de logos, etc. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil qui s'adresse à des gens qui savent déjà faire les choses. Au moins les bases. Voilà, et ça, c'est très important. Ouais, donc plus pour te booster que vraiment partir de zéro, quoi. C'est plus comme ça c'est que pas le terme booster, c'est plus le terme faire gagner du temps. Parce que, par exemple, moi, ma facilité qui a toujours été, c'est la structuration, tu vois. C'est quasiment un exercice olympique chez moi. Quand je croise un étudiant, même s'il n'est pas dans mon cursus, qui a comment ça s'appelle, un mémoire à faire, de master, même une thèse, etc. Ça m'intéresse, j'en ai fait il n'y a pas longtemps, juste pour voir un petit peu. La structuration est quelque chose qui m'a toujours plu et dans laquelle je suis assez bon, tu vois. Donc en fait, je peux t'en faire comme ça, je l'avais déjà fait pour toutes mes classes de master. Je leur faisais les plans les uns après les autres, on avait 20 minutes ensemble, les uns après les autres toute la journée. Donc je leur faisais pas trop censé le faire à l'origine, ils sont censés les faire eux-mêmes. Mais si ça peut les aider à progresser et à finir leur mémoire, etc., ben, on s'en fout parce que c'est qu'une structuration, tu vois. Mais il y a des gens qui sont mieux en structuration. Ils sont même très nombreux. Ils sont possiblement très bons dans le day-to-day, les petites choses, etc. Mais la structuration, c'est pas leur truc, quoi. La partie architecturale, c'est zéro. Et donc, c'est là où on peut s'en servir, à mon avis, dans le cadre de structuration, principalement. Moi, c'est vraiment dans cette partie-là que je trouve que c'est le plus efficace pour la majorité des gens. Parce que un outil doit répondre à une problématique. Et cette problématique, c'est de venir pallier un peu les faiblesses de la majorité des gens. Tout en se rendant bien compte que la majorité des gens, ils ne vont pas casser sur les IA naturellement. Il ne faut pas oublier ça. On ne fait pas monter les saumons aux arbres. Donc désolé pour la petite coupure technique. Donc du coup, voilà, on parlait un petit peu du préambule que tu me disais, Raphaël, par rapport au fait que voilà, l'utilisation de l'IA... toi, pour tes élèves, etc., sur cet aspect un peu construit, essayer de construire un petit peu sa pensée. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi, voilà, comment tu l'utilises avec tes élèves et puis aussi dans ta vie de tous les jours d'enseignant, quoi. Ouais. Donc, pour la casquette d'enseignement, moi, j'ai enseigné de première année de BTS jusqu'au Master 2. Donc, évidemment, c'est pas les mêmes processus, c'est pas les mêmes façons de faire, etc. Donc, là où c'est pertinent, c'est là où c'est le plus intéressant, évidemment. C'est-à-dire que quand on est par exemple en BTS, ça n'a aucun intérêt particulièrement, parce que les cours sont vraiment classiques de chez classiques. Là où c'est intéressant, c'est là où il y a plus de possibilités, de largesse, de liberté. C'est-à-dire les bachelors, à partir du bachelor 3 par exemple, et les masters. Parce que nous, en tant qu'intervenants, on a donc on nous donne un sujet à enseigner pendant l'année, que ce soit marketing, machin, etc. Et puis, dessus, c'est nous qui construisons le cours. Donc, ce qui est intéressant, c'est là, encore une fois, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est que là où je trouve que l'IA, en tout cas les LLM sont le plus intéressants, c'est pour la structuration des idées. Parce que moi, ce dont j'ai besoin, quand j'ai un nouveau cours à construire, c'est une structuration. Une structure, puisque de toute façon, c'est ça qu'il faut aussi transmettre à l'école ou à l'université, machin. Parce que j'ai aussi enseigné à l'université en Chine. Et de la même façon, j'ai traité mes étudiants comme des futurs actifs et non pas comme des étudiants basiques. Moi, je ne suis pas dans ce concept-là. Je les traite toujours comme des futurs actifs. Ça se trouve l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, etc.
Donc, l'utilisation de l'IA, depuis qu'elle existe, ça a toujours fait partie de ma façon d'enseigner. Et ça a toujours fait partie des choses que je leur demande d'utiliser. Avec toujours cette espèce de choses complètement compliquées à comprendre pour certains étudiants, qui est la différence entre copier-coller, c'est-à-dire que ça passe par eux, plutôt que copier-coller. C'est ça, je leur dis à chaque fois, je leur dis, les gars, moi, je travaille sur les LLM tout le temps, je connais leur façon de s'exprimer, je les reconnais, à une phrase près, je les reconnais. Dans vos copies, si vous mettez une phrase d'une intelligence artificielle, je la reconnais. Je sais quand c'est vous qui parlez ou quand c'est quelqu'un d'autre. Je le sais. C'était déjà le cas, évidemment, parce que ça, c'est le gros sujet, c'est le sujet un peu de la tricherie. C'était déjà le cas à l'époque de Google. Ils copiaient des trucs sur Google, ils les mettaient dans leurs écrits, etc. Évidemment, c'est pas tous les étudiants comme ça, mais beaucoup ont tendance à le faire dès qu'ils sont un peu feignants, un peu pas très intéressés par le truc. Ça arrive, c'est comme ça. Donc, il faut un copier-coller. Avant, on pouvait trouver facilement de quel site ça venait, etc. Et maintenant, en fait, il faut se faire confiance à soi pour être en capacité de décoder un langage qui n'est pas celui de l'étudiant. Mais encore une fois, moi je suis un petit peu particulier par rapport à ça. C'est vraiment, je sais que tout le monde ne peut pas forcément le faire, puisque si t'es pas habitué, tu peux pas trop déceler que ça vient d'une intelligence artificielle et pas de l'étudiant lui-même. Après, t'as des étudiants, par exemple, quand ils vont s'exprimer très mal à l'oral, par exemple. Enfin, vraiment, on va sentir que c'est un peu galère. Si tu les vois écrire, tu vas voir que c'est des phrases qui n'ont aucun sens, et d'un coup, tu vois des phrases méga clean. Tu vois, c'est des trucs un peu basiques comme ça. Ça te donne un doute un peu. Ouais. C'est plus qu'un doute. Moi, je le sais. Encore une fois, le doute, il subsiste pas longtemps. Et à chaque fois, je leur dis la même chose. J'ai eu des oraux il y a pas longtemps avec des bachelors. Je leur dis alors. Donc on parlait tricherie avec tes étudiants. Du coup, qu'est-ce que tu leur dis à tes étudiants quand tu leur demandes si l'IA c'est de la triche? Comme je te disais, la seule chose que j'aime pas, c'est je suis toujours disponible pour toutes les questions qu'ils pourraient avoir, etc. La seule chose que j'aime pas, c'est qu'on prenne pour un con. C'est-à-dire quand tu as fait un truc, que tu as copié, que tu as machin, que tu as utilisé IA, machin, et que je te dis, est-ce que tu as utilisé ça c'est du chat GPT, et qu'on me dit, non, c'est moi qui ai rédigé. Après, il passe à la deuxième étape, c'est-à-dire, ah non, c'est pas tout, j'ai reformulé. Non, pas du tout. Et donc à chaque fois, je leur dis la même chose. Je leur dis donc, il y a deux possibilités. Ou tu as fait du copier-coller pur, ou c'est que tu écris mieux que moi. Lequel c'est? Et là, d'un coup, je rigole plus. Là, à ce moment-là, je rigole plus. La seule chose que j'aime pas, c'est un mytho. Tu t'as qu'à me dire, ouais, j'ai utilisé des trucs. Je te dirais, c'est sûr que ça va. Je vais pas te mettre une note comme celui qui a tout fait, mais au moins, faut t'avouer à demi-pardonner, machin. En revanche, ce que je leur dis toujours, et ça, ils le savent, c'est utilisez-les pour vous inspirer en termes d'idées. Personne ne vous demande d'avoir la science infuse. Quand je vous demande de faire une étude de marché d'un truc, quand je vous demande de réfléchir à une question, etc., posez la question à Gemini, à GPT, etc. Le problème, c'est que Gemini 1 et GPT 3.5, ils ont le même problème, c'est qu'ils sont un peu con-con. Donc forcément, tu n'es pas forcément beaucoup plus avancé quand il t'a donné des réponses, quoi. Mais en tout cas, il peut vraiment te driver. Encore une fois, il peut même te donner une structure d'un sujet. Et après, quand tu as un peu de mal à démarrer sur un sujet, je pense que c'est pas mal. Oui. Ça, pour éviter un peu le syndrome de la page blanche. Bien sûr. Et en réalité, je me rends compte de plus en plus que c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des outils qui s'adressent. Plus tu sais déjà faire quelque chose, plus c'est utile. Parce que, comme on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est la même chose. Quand on connaît rien à un sujet, on va même avoir du mal à demander de la structure à quelqu'un d'autre parce qu'on va pas réussir à expliquer le sujet ou je sais pas quoi. Et donc, je me rends compte qu'encore une fois, c'est un petit peu l'injustice notoire de la vie, mais voilà, il y a des gens qui arrivent avec une sorte de débrouillardise en eux qui est, c'est comme ça, ce que j'appelle des natures, et d'autres qui sont voués à... Je sais pas. Ils ont pas ce truc-là et tu peux pas leur injecter une sorte de débrouillardise en disant mais regarde, t'as cet outil-là et tu peux vite de lui demander. Parce qu'en plus cet outil, il peut leur servir à tellement de trucs
Moi, je donne un exemple. Encore une fois, on est dans l'éducation. Ce qui est important pour eux, c'est quand même, d'avoir un cursus scolaire le mieux possible, très bien. Mais c'est aussi de trouver un boulot derrière. Et pour trouver un boulot derrière, il faut être efficace, efficient dans la recherche d'emploi, mais aussi comment ça s'appelle, l'interpersonnel, c'est-à-dire quand tu vas faire ton entretien d'emploi, d'embauche. Ouais, un peu les soft skills, quoi. Ouais, c'est un peu les soft skills. Là, en l'occurrence, c'est même sur la partie hard skill des entretiens d'embauche. Tu peux demander à GPT de t'entraîner. Tu vois, tu lui donnes ton CV. Ouais, tu prends un abonnement un peu. Puis tu lui demandes de faire de faire un petit peu l'interview. Parce que ça, c'est des investissements tout bêtes, mais c'est comme quand tu recherches un boulot, tu mets 20 balles pour avoir LinkedIn Premium, tu mets 20 balles pour avoir ChatGPT ou n'importe quoi d'autre qui soit pas trop con, et grâce à ces deux outils-là, en fait, tu vas trouver plus vite, tu vas avoir plus d'opportunités non négociables, et en plus, tu vas pouvoir lui demander de t'entraîner, tu uploads ton CV, tu lui dis, OK, maintenant, on va refaire mon CV de A à Z. Dis-moi tatati, tatati, tatata. Et quand je te dis ça, je l'ai fait. Et le résultat est très bien. Franchement, c'est top. Tu vois ? Bon, alors ça fait 2 pages au lieu d'une, parce que j'ai quand même pas mal de choses que j'ai fait dans ma vie. Mais ça fait un peu le CV à l'américaine. Mais ça, à la rigueur, on s'en fout. Et après, tu lui dis, entraîne-moi pour un entretien sur les liens, pose-moi des questions auxquelles je m'attends pas. Enfin, c'est ton assistant, c'est ton pote. C'est comme ça qu'il faut le voir, quoi. C'est ton pote, mais en plus, il a une spécificité par rapport à ton pote, c'est que lui, il en a quelque chose à foutre en permanence. Et il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand il n'est pas en maintenance. Et 2, il s'intéresse vraiment, c'est-à-dire qu'en réalité, il est vraiment là pour toi. Alors que ton pote, possiblement, il n'est pas là pour toi parce qu'il a des trucs à faire, etc. Tu vois. Et justement, tu vois, cet aspect où l'IA, elle est toujours disponible, elle peut donner beaucoup de temps, et voilà, elle a une patience infinie. Est-ce que c'est pas aussi, je pense, quelque chose qui devrait être intégré plus dans la partie apprentissage et éducation, parce que ça permet d'avoir l'enseignant qui est là pour aider, pour guider, etc. Et puis quand il y a des points de difficulté, de se reposer un peu plus sur l'IA pour que dans son coin, on puisse poser des questions, sachant que si on n'a pas on aura peut-être moins peur d'être jugé si on pose une question qui pourrait nous paraître stupide, même s'il n'y a jamais de question bête. Quand on la pose à une IA qui ne nous jugera pas, plutôt qu'à l'enseignant, tu vois, qui pourra nous dire « mais ça, je te l'ai déjà dit » ou « j'ai déjà dit à tel moment », ou enfin voilà, quoi, ça pourra peut-être aider justement certains élèves un peu timides à pousser certains sujets, quoi, de leur côté. Alors, on va rentrer dans un terrain un petit peu délicat qui s'appelle la nature humaine. C'est-à-dire que derrière tout ça, il faut quand même, je trouve, il ne faut pas avoir une vision angéliste ou idéaliste des IA, parce que avant et après, il y a l'humain. Et en fait, il y a une règle assez simple, c'est pour ça que je disais on ne fait pas monter les sourds aux arbres, c'est parce que la règle, elle est simple. Le mec qui était débrouillard, ou la fille, on s'en fout, qui était débrouillard avant les IA, elle le sera avec les IA. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, ça patience infinie pour répondre à des questions, machin, c'est extrêmement rare. Il y a très peu d'étudiants qui ont cette mentalité-là. C'est hyper méga rare. Moi, je l'étais pas du tout comme ça. Alors, est-ce que c'est pas parce que aussi c'est pas quelque chose qu'on met en avant généralement dans le système éducatif aujourd'hui, tu vois, de fait de se dire débrouille-toi un peu, fais ton truc dans ton coin. On a quand même cet aspect où tu vas en cours, t'écoutes un enseignant, tu vois, tu restes assis pendant des heures pendant toute ta scolarité. Donc peut-être qu'aussi ça a tendance à couper le format un petit peu qui existe aujourd'hui, ça a peut-être tendance aussi à couper les initiatives et à couper le fait de rendre un petit peu les élèves plus débrouillards sur certains points. Tu vois, peut-être qu'il y a aussi un peu de ça, quoi, en fonction de la structure qu'on a aujourd'hui, ça nous pousse pas forcément à être. Moi, je pense. Alors, les étudiants à être le plus débrouillards possible. Il y a 2 paradigmes. Tu as le paradigme externe, donc qu'on pourrait appeler extrinsèque, c'est-à-dire ce que tu viens de dire. La société ne nous pousse pas à être curieux, que c'est ça que tu viens de dire à peu près. Que ce soit les enseignants dans le. Ouais, curieux, débrouillard. Enfin,
c'est pas le format. On a un format aujourd'hui qui est plutôt passif, on va dire. Yes. Dans la majorité des cas. Et où voilà, il y a quelqu'un qui fait son cours devant une classe et puis toi t'écoutes et t'absorbes ou pas. Et effectivement, t'as pas de grosses interactions, t'as pas de trucs où on te dit même si forcément ça dépend de chaque enseignant, de chaque école, de chaque domaine, etc. Mais voilà, de façon générale, c'est plutôt quelque chose d'assez passif. Et je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on pourrait passer à quelque chose de plus actif. Et si tu le fais dès le début de la scolarité le plus tôt possible, les personnes auront aussi peut-être plus de facilité à avoir ce mécanisme de se dire je sais pas, je demande à l'IA, ou je sais pas, j'essaie de me débrouiller. Parce qu'elles n'ont pas forcément été confrontées avant dans leur scolarité à ce genre de situation où là, il n'y a pas d'instruction, il faut se débrouiller, il faut prendre l'initiative, etc. Parce que c'est pas forcément des choses qu'on pousse. Et c'est plutôt des choses qui ont généralement tendance à arriver plutôt vers la fin du parcours scolaire. On demande aux étudiants d'être de plus en plus, de prendre de plus en plus d'initiatives et de réfléchir de plus en plus par eux-mêmes, alors que pendant tout le début de leur scolarité, ils ont été très passifs, quoi. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait que tu te retrouves avec des étudiants qui ne prennent pas l'initiative de. Je suis peut-être un peu plus extrême. Faire de même, je suis peut-être un peu plus extrême que toi. J'aime beaucoup le système d'éducation supérieure. Je trouve qu'il est très utile et ce partout dans le monde, etc. Mais encore une fois, je pense qu'il est l'émanation de l'humain et non pas l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu penses que comme on ne demande pas aux petits, etc., de penser par eux-mêmes, machin, alors ils ne le font pas. Moi, je pense que c'est parce qu'en fait, ils ne le font pas et que, en fait, c'est une nature, c'est-à-dire une espèce de mentalité d'assistanat permanent. Les gens veulent savoir ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, etc. Ce qu'en management, on pourrait appeler manager par tâche au lieu du manager par objectif, tu vois. Et penser par eux-mêmes, j'y ne crois pas du tout. Même en fin de cursus, c'est-à-dire que même arrivé au Master 2, et à la rigueur, même allons jusqu'au DBA ou doctorat, j'y crois pas une seconde. En fait, tu réponds à une demande qui existe potentiellement, d'accord ? Ton doctorat, par exemple, il va être la réponse à une problématique, à quelque chose de flottant, très bien. Mais en quoi ça va te faire réfléchir par toi-même ? Aucune idée. En fait, je trouve même que c'est possiblement presque un peu prétentieux de dire par soi-même. Plus on a de paradigmes, c'est-à-dire de façon de penser des autres, c'est pour ça qu'on dit que la culture rend libre, plus on a de différents points de vue des gens qui ont pensé avant nous et très probablement mieux que nous, plus on peut possiblement les mélanger pour faire quelque chose de cohérent. À la rigueur, je verrais ça. Mais le côté développer la curiosité, j'y crois pas trop. En revanche, potentiellement essayer de ne pas la tuer, la curiosité, je pense que déjà ce serait pas mal, effectivement. Ouais. Moi, j'étais vraiment comme ça, j'étais vraiment un obsédé du pourquoi. L'enfant, c'est celui qui dit pourquoi, normalement. Pourquoi ? Avec le parent qui dit, écoute, c'est parce que ça, c'est parce que si, c'est parce que machin. Puis au bout d'un moment, il dit, je sais pas, tu vois. Mais je pense qu'il y a des natures, très probablement la tienne, très probablement la mienne, très probablement d'autres personnes, c'est des natures comme ça, on n'a jamais réussi à nous tuer cette curiosité. Elle existe, elle est là tout le temps. C'est une sorte de moteur, de façon de faire, etc. Encore une fois, je considère que c'est des natures. Tu vois, je te donne un exemple tout bête. Là maintenant, je suis à côté d'un établissement scolaire qui s'appelle l'école anglo-singapourienne. D'accord ? Et eux, pour le coup, ils ont encore la culture de l'élite. Singapour, il n'y a pas de problème là-dessus. Et leur logo, c'est Learn to think, think to learn. Learn to think. Je sais pas si tu imagines. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ça ne peut pas concerner tout le monde, par définition. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est des choses qui peuvent potentiellement concerner tout le monde, mais que c'est aussi la façon dont aujourd'hui tout est structuré qui fait que, comme je te disais, il y a peut-être effectivement des choses où on va pas pouvoir alimenter la curiosité de chaque élève, mais c'est aussi des problèmes, je pense, techniques. Si toi, tu es un enseignant face à 30 élèves, tu peux pas répondre à 30 questions, qui vont être toutes différentes, auxquelles il faut adapter la réponse aussi en fonction de chacun. Et tu vois, c'est là où je pense que c'est des choses où tu as eu un intérêt sur l'intelligence artificielle, ou d'ailleurs, je crois qu'ils ont un projet là où ils veulent commencer à avoir une IA qui va aider les élèves à faire leurs devoirs. Je crois que c'est dans les collèges, il me semble. Il y a un projet là qui devrait sortir à partir de l'an prochain. Et c'est vrai que si tu te dis que quand tu fais tes devoirs, tu as une IA assistante qui va t'aider à répondre à tes questions, à pousser le truc un peu plus loin, etc.
ça va te permettre, je pense, de pouvoir faire des choses que si tu étais laissé tout seul, débrouille-toi, pas d'aide, etc., bah, peut-être que voilà, certains abandonneraient. Là, et ça leur permettra d'aller pousser plus loin, à condition effectivement qu'ils aient encore la curiosité de se dire, bah tiens, là j'ai quand même quelque chose pour m'aider, quelque chose pour pousser plus loin. Mais si on teste jamais, si on le fait jamais, si c'est quelque chose qu'on essaie de jamais introduire, je pense que ça arrivera jamais non plus. Et toi, c'est vrai que je pense Après, moi, pour moi, c'est ce que tu viens d'expliquer là est une vision d'utopie. Elle est très jolie, mais à mon sens, ce que tu viens de dire là, ce serait une sorte d'égalitarisme absolu dans lequel les enfants, par exemple, auraient tous les mêmes potentiels, tous la même, à la fois cognitif et conativement, les mêmes chiffres, entre guillemets, et presque à la rigueur même les mêmes centres d'intérêt. Non, mais c'est pas tellement ça, c'est justement aujourd'hui, l'école, il faut entre guillemets rentrer dans un certain moule, quoi, entre guillemets. Tu vois, le moule des bons élèves, le moule des mauvais élèves, entre guillemets. Et pourtant, si on pouvait adapter spécifiquement, tu vois, les sujets à la fois enseignés et la façon d'enseigner, bah, on pourrait apprendre énormément de choses à tout le monde, en fait. Et effectivement, il y a un côté. Je crois pas trop. Je pense qu'il faut que la capacité que l'IA apporte à pouvoir s'adapter de façon hyper précise, hein, c'est aussi ce qu'on voit là par exemple dans la médecine où on peut faire des traitements qui vont être liés à un certain patient. Tu fais la même chose pour la partie éducation, justement, un élève qui aurait plus de difficultés dans un domaine, je pense que tu pourrais le faire progresser ou le faire avancer dans des domaines où il s'y intéresse plus aussi, parce que t'as la même chose dans l'autre sens, hein. T'as ceux qui vont avancer plus vite dans certains domaines, tu leur permets d'aller plus loin dans ce domaine-là. Et s'ils ont des difficultés dans d'autres domaines, tu fais une aide plus adaptée et plus précise. Un peu comme des cours particuliers, quoi. Un peu comme un enseignant qui ferait des cours particuliers, qui va s'adapter et qui va pouvoir prendre plus de temps avec son élève, tu vois, pour lui apprendre les choses de façon. J'aime bien ta vision, techniquement, elle est très belle, elle est très noble, elle est très égalitaire. Mais encore une fois, moi je te dis, je ne crois pas du tout. Parce que ça voudrait dire que tout le monde, encore une fois, a le même. C'est comme si on naissait égaux. Tu vois, c'est compliqué comme sujet. Hein. Ouais, là, on va rentrer ça. D'ailleurs, je te propose. C'est pour ça qu'à la rigueur, moi, je suis pas du tout persuadé par ce que tu viens de dire, mais encore une fois, je trouve l'idée assez jolie. C'est juste que ça part d'un principe un peu, encore une fois, égalitariste, un peu idéaliste. Voilà. Bon, mais à la rigueur, pourquoi pas ? Il en faut. Hein. En revanche, ce qui est intéressant, c'est plutôt, je trouve, dans une société qui est ce qu'elle est et non pas ce qu'elle devrait être, elle est assez basique. Et là, il y a un vrai questionnement qu'il va falloir avoir. En tant qu'intervenant, enseignant, même politique à la rigueur, ce serait d'ailleurs leur rôle s'ils s'intéressaient à ces questions-là, ce serait bien. Aujourd'hui, en marketing, par exemple, j'apprends à mes étudiants à faire une étude de marché. Et une fois que c'est fait, ils vont utiliser une matrice qui est des plus classiques, le SWOT, par exemple. D'accord ? Et après, ils vont continuer pour pouvoir trouver leur positionnement, pour leurs produits, etc. Très bien. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'en discutais avec une étudiante il n'y a pas longtemps d'ailleurs, aujourd'hui, on peut dire qu'une IA, les plus intelligentes des IA, vont faire ce travail mieux que toi et plus vite. Et donc, ça ne va pas aller en s'arrangeant, puisque ça va être de plus en plus vrai. Ouais. L'IA va faire ton travail, concernant le SWOT spécifiquement, à ta place. Et va faire mieux. Donc, pourquoi moi, en tant qu'entreprise, par exemple, je te recruterai pour faire ce type de boulot pour nos clients ? Et je n'ai aucun intérêt à le faire, objectivement. Aucun. Tu vois ? En fait, j'ai besoin de moins de personnes pour faire un truc plus cadré. Donc, la question qui est derrière, il y a la question de la productivité, très bien. Ça, la réponse, elle est parallèle à celle du tracteur. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux engager 5 personnes ou avoir un tracteur et une personne qui conduit ? La réponse, on la connaît maintenant. Il n'y a plus personne qui travaille dans les champs. Et bien, de la même façon, dans l'enseignement, on peut se poser une vraie question, c'est est-ce que ça sert encore à quelque chose d'apprendre à un étudiant à utiliser un SWOT ? Ouais, sachant que tu peux le faire avec l'IA, c'est vrai que c'est une bonne question. Ouais. Et en fait, j'ai une réponse à ça. C'est pas juste une question comme ça, parce que les questions un peu envoyées en mode philosophe, ça m'intéresse moyen. La réponse est oui, ça sert encore.
Parce qu'en fait, le SWOT, comme toutes les matrices que l'on peut étudier, particulièrement celle-là d'ailleurs, ne sont pas des outils spécifiquement dédiés à ça. En fait, ce sont des blocs de raisonnement. Ce sont des paradigmes que tu vas incorporer dans ton raisonnement pour pouvoir en sortir un raisonnement. C'est pour ça, parce que je dis toujours la matrice, c'est le même mot, ça vient de la mer, c'est la mer, la matrice. Et la seule chose qui nous intéresse dans la matrice, c'est l'enfant, c'est-à-dire le raisonnement qui découle de la mer. Et c'est ça qu'il faut incorporer dans la tête des étudiants, et de n'importe qui d'ailleurs, c'est ce genre d'outils de raisonnement. Ouais, c'est à ça que ça sert. Essayer d'aider les étudiants à synthétiser les informations, à les comprendre, les analyser, les ressortir. Et effectivement, dans ce cas-là, tu as besoin un peu de comprendre toutes les mécaniques qu'il y a derrière. Même si l'IA peut le faire à ta place, ça te permettra à toi de pousser le raisonnement plus loin, de comprendre aussi le raisonnement que l'IA a eu. C'est super important, parce que sinon, tu vas juste rebalancer le résultat. Le jour où le résultat il est pas bon, parce que l'IA a halluciné, complètement à côté de la plaque. Et effectivement, plus apprendre à travailler sur cet aspect, comme tu dis. En fait, apprendre à réfléchir, tu vois, learn to think. Ouais. Globalement, on y est. Tu vois, ma vision, elle est comme ça. Et là, justement, par contre, ça a une vertu universelle. Tu vois, autant je suis pas pour l'universalité de tout et n'importe quoi, autant ça marche. C'est-à-dire que, en réalité, encore une fois, c'est une méthode de raisonnement. Je dis souvent, est-ce que vous pouvez faire le SWOT de quelqu'un ? Et là, mes étudiants, en général, ils bug un peu comme ça, puis ils me disent oui, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Et oui, évidemment, tu peux faire le SWOT de quelqu'un. Le tout, c'est qu'il faut que ce SWOT soit thématique. Tu fais par exemple le SWOT, j'en sais rien, sportif, le SWOT professionnel, le SWOT personnel de quelqu'un. Tu peux, bien sûr que tu peux, vis-à-vis de toi. De quelqu'un, j'entends par exemple, imaginons quelqu'un qui te plaît. D'accord, t'es une fille et t'as un mec qui te plaît. Est-ce que tu peux faire un SWOT de ce mec-là ? Oui, il faut juste différencier le professionnel du personnel. Ça, c'est important. Et toi, la fille en question, dans cet exemple-là, tu es donc une entreprise qui a possiblement, tu vois, des intérêts avec cette personne-là. Et en fonction des caractéristiques de ce mec, tu vas pouvoir vouloir l'avoir, entre guillemets, dans ta vie personnelle ou alors dans ta vie professionnelle. Et en plus, ce qui est amusant, c'est que dans ce genre d'exemple que je donne, il y a toujours des trucs un peu qui vont s'opposer. Exemple, le mec travaille tout le temps. Si ton but, c'est d'en faire ton associé professionnel, c'est génial. Qui va travailler tout le temps. Par contre, si c'est pour en faire ton mec, le fait qu'il travaille tout le temps et que tu le verras presque jamais et que vous aurez peu de temps ensemble, ça va pas forcément être top. Tu vois ? Ouais, absolument, ouais. Et ça, c'est mon obsession, pardon, je finis, mais c'est mon obsession, c'est de pouvoir appliquer tous les outils. C'est pour ça que j'aime autant le marketing. C'est parce que c'est pas une question de vendre des produits, je sais pas quoi, c'est pas ça. C'est des outils de réflexion sur les choses, parce qu'on est des produits dans la société, que ce soit sur le marché, par exemple, du travail, d'ailleurs, ça s'appelle le marché du travail, le marché des rencontres, etc. On est nous-mêmes des produits. Il n'y a pas de problème. J'ai écrit un article là-dessus, c'est compliqué à se dire au début, mais c'est comme ça. On est des produits. Et donc, si on sait faire un SWOT, etc., une étude de la concurrence, machin, correctement, en réalité, ça va jouer bon. On va pouvoir appliquer ça à plein de trucs. Et ça permet d'être plus libre. Je voulais, avant de conclure le podcast, je voulais te poser une dernière question. La semaine dernière, dans l'épisode, je parlais de la mise en place dans l'État du Texas d'une IA qui permettait d'évaluer les examens des étudiants pour un examen qui passe sur place, un truc local. Donc, je me suis imaginé appliquer le même genre de choses en France et je voulais voir un petit peu ce que tu pouvais en penser. Donc, si on imagine que la correction des examens se fait plutôt par une IA avec... pour la partie QCM, à la limite, ça c'est très facile, ça s'automatise, mais par contre pour la partie questions-réponses libres, une IA qui va analyser ce que les élèves ont écrit, et avec potentiellement une revue si besoin d'un humain derrière, mais avec une IA du coup qui noterait l'élève. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? C'est quelque chose qui serait bien à mettre en place ou pas ? C'est une fausse solution au mauvais problème. Et c'est quoi le mauvais problème du coup ? Le mauvais problème, c'est la correction elle-même. La correction de quoi ? Du fait que les étudiants se sont mis des informations dans la tête. Et en réalité, tu vas vérifier qu'ils récitent bien ce qu'ils sont censés avoir appris. Mais le problème, c'est que la connaissance, elle a fui les têtes, elle a fui les têtes des grands universitaires et des bibliothèques. L'information est dans ta poche. Tu veux chercher une information, 3 secondes, tu l'as. Point.
Tu vois? Donc en fait, le principe de ce qu'on appelait avant tête bien pleine, tête bien faite, on disait ça quand j'étais jeune, tête bien pleine, on apprenait plein de trucs, c'est bien parce que ça structure la pensée. Mais en aucun cas, l'absorption d'informations de façon, effrénée, ne garantit quoi que ce soit, à part dans certains domaines, évidemment. Hein. La médecine, on est bien content quand même que le mec sache où il doit opérer et à quoi ressemble le cœur, ce genre de choses. On est d'accord. Mais pour autant, dans nos métiers à nous, c'est-à-dire par exemple market, com, je sais pas moi, RH, etc., c'est pas parce que plus t'en sais, plus t'es bon, pas du tout. Ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'en fait, on n'est plus du tout sur une société de savoir. En réalité, malheureusement, on est sur une société qui réclame des savoir-faire. Ouais. Et les savoir-faire, c'est bien d'avoir des connaissances pour pouvoir c'est un peu automatique. Mais remplir la tête avec des informations qui servent à rien, ça va pas t'aider beaucoup. Donc c'est pour ça que je dis c'est une fausse solution à un faux problème. Mais du coup, dans ce cas-là, comment tu peux examiner le fait que tes élèves ils aient bien acquis les savoir-faire justement que tu essaies de leur enseigner, quoi? Alors c'est très simple, mais je conçois encore une fois que la méthode que je vais te donner, elle est très propre à moi. Ouais. C'est-à-dire que moi, ma capacité première, avant toute chose, que ce soit ceci, cela que je sais faire, c'est d'être en capacité de lire un peu l'humain, c'est-à-dire leurs intentions, comment on appelle ça, le langage non verbal, etc. Ce qui fait que, en réalité, pour moi, il n'y a qu'une forme d'examen qui soit logique dans nos domaines à nous. Hein. Je répète, hein, pas en médecine, peut-être pas dans l'aviation, etc. Mais dans nos métiers à nous, qui peuvent s'apprendre sur Internet globalement, c'est l'oral. La présentation orale d'un dossier qu'on a construit, etc. Je ne fais plus que ça. Si je suis obligé de faire des partiels classiques, je fais des partiels classiques, mais je leur demande d'utiliser l'IA, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'ils le fassent avec modération. Mais d'un autre côté, c'est l'oral. Parce que l'oral te dit tout ce qu'il y a à savoir sur un étudiant. Et à tel point, c'est pour te dire à quel point je suis allé au bout de ce que je viens de te dire, quand j'enseignais en Chine, je faisais passer mes étudiants de la même façon, hein, documents écrits, présentation orale, PowerPoint, tout ce que tu veux, et ils avaient la possibilité de faire leur présentation en chinois. Pourquoi ? Parce que le langage non verbal, la façon dont ils vont exprimer les idées, etc., me dit 80% de ce que je dois savoir. Le fond, je m'en fous un peu parce qu'en réalité, je peux le traduire en temps réel si je veux, donc ça ne me pose pas de problème. Et la façon dont ils vont interagir avec les gens, dans le public, entre guillemets, enfin avec le reste de la classe, la façon dont ils vont présenter les choses, est tout informe sur est-ce qu'ils maîtrisent leur truc ou pas. Et d'ailleurs, ça prend en compte aussi l'effet waouh, c'est-à-dire que quelqu'un qui a peut-être pas beaucoup bossé, mais qui arrive à dépoter grave dans un oral, eh ben, tant mieux, parce qu'il y a que le résultat qui compte. Tu sais très bien que dans la société marchande, c'est-à-dire dans le monde du travail, c'est le résultat qui compte. Et parfois, le résultat, c'est un peu du show-off, eh ben, c'est comme ça. Mais si ça passe, ça passe. Ouais, je comprends. Après, dans le milieu du marketing, c'est vrai que ça fait plutôt sens de juger sur ces critères-là. Je suis pas sûr que ça fonctionnerait dans d'autres critères. Hein. J'ai du mal à... Moi, t'as raison. C'est-à-dire qu'effectivement, sur tous les critères, mais ouais. Tu as raison. C'est-à-dire que dans les métiers très techniques, ça marche pas. Mais moi, je n'enseigne que deux choses spécifiquement qui sont autour de l'humain particulièrement. Donc, le marketing digital évidemment, et la RH. Et évidemment, entre les deux, on a évidemment le management, puisque le management se retrouve partout. Mais dans ces domaines-là, c'est un métier de contact. C'est un métier où tu dois connaître l'humain. Et donc, tu dois faire, dans ton enseignement et dans ton jugement, ne pas faire abstraction des réalités. Les réalités, c'est que si tu es un manager et que tu essayes de convaincre ton équipe et que tu parles tout doucement et que tu bégayes et machin et trucs, peut-être que ton fond, il est génial, mais personne ne va t'écouter. Donc, même si t'es pas super sûr de toi, le fait de mettre de l'aplomb dans ce que tu dis, eh ben, ça va mieux marcher. C'est comme ça. On sait très bien. C'est la partie un peu show-off, réalisme, c'est le réalisme de l'entreprise, quoi. Ok, ouais. Non, mais super. Ce qui ne veut pas dire être un escroc, hein. C'était un retour hyper intéressant de ton expérience et de ta façon d'utiliser l'IA. J'ai une petite et encore, je t'ai parlé que d'un tout petit peu de... Ah ouais, vas-y. Et là, je t'ai parlé que d'un tout petit truc, parce qu'en réalité, il y a tellement de... Bah après, écoute, on aura peut-être l'occasion de refaire un épisode, de se revoir pour discuter du sujet.
Je voulais te poser une dernière question, c'est est-ce que tu penses qu'on connaîtra de notre vivant l'intelligence artificielle générale, donc l'intelligence artificielle qui serait plus intelligent que l'homme? Non, parce qu'en fait, on sait très bien en étudiant un peu, tu sais, la psychologie cognitive, par exemple, elle commence à dater. On sait très bien ce que nécessite en termes de puissance de calcul et donc d'absorption d'électricité, par exemple, pour entraîner un modèle, etc., vis-à-vis d'un humain. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a une corrélation inverse. Plus quelque chose est facile pour un humain, plus c'est difficile pour une machine, par exemple, attraper une balle au vol, tu vois, ce genre de truc. Alors qu'un enfant de 3 ans, il sait le faire comme ça, normalement, s'il a un bon développement. Et là où l'IA, elle est en galère, il lui faut des masses de calculs énormes pour arriver à faire un truc hyper bateau. Donc en fait, et c'est pour ça que ça s'appelle l'intelligence artificielle. Artificielle, comment ça s'appelle ? Artificielle, ça veut dire fait par l'homme. Donc en fait, on ne fait qu'une copie de notre propre intelligence avec toute la perte que ça inclut de mettre l'intelligence ailleurs. Ouais, donc, mais on a réalité, bien réussi à faire des machines artificielles qui sont plus rapides, plus puissantes que l'homme, tu vois. Donc, est-ce qu'on pourra pas faire des machines plus intelligentes que l'homme, tu vois? C'est ça un peu la question. Mais déjà, il faudra définir. Alors, pour répondre, il faudrait définir clairement à cette l'intelligence. question. Ce qui est très Parce qu'il y a plusieurs écoles, il y a les multiples intelligences, tu sais, etc. Mais en tout cas, qu'on soit clair, pour répondre à ta question, dans certains types d'intelligence, prenons l'intelligence logique, elle est déjà plus intelligente que nous. C'est le principe d'une IA, c'est qu'elle ressent pas les choses. Elle n'est pas, je sais plus comment ça s'appelle, insentile ou je sais plus quoi, comment ça s'appelle, sentile. Je crois que c'est sentile. Bref, elle ne connaît pas sa propre existence, quoique il y a un ingénieur de Google qui a dit que celle de Google et ça lui a fait peur parce qu'elle connaissait sa propre existence. Bref, mais tout ça pour dire qu'en réalité, les 5 intelligences selon je sais plus qui là, tu n'arriveras pas à faire une IA qui est plus intelligente sur tous les points. Elle est déjà plus intelligente en termes de logique, parce que la logique, techniquement, c'est le truc froid par définition. Le problème, c'est que si on se réfère qu'à la logique dans la vie, on ne peut pas... oui, il y a plein d'autres domaines. Déjà, on ne peut pas communiquer. L'intelligence aussi de tout ce qui est motricité, etc. Donc, ouais, non, mais intéressant, ouais. Donc, voilà. Donc ouais, de toute façon, on verra les progrès qui arrivent là-dessus. Il y a plein de sujets, des personnes déjà qui essaient d'avoir une intelligence qui se rapproche de celle de l'humain, avoir celle qui serait encore plus intelligente que l'humain. On n'y est pas encore pour l'instant. Ça changerait beaucoup de choses si un jour c'est quelque chose qui arrive, mais on est pour l'instant encore dans le domaine de la science-fiction, quoi. Non, mais non seulement ça, puis en plus, il faut vraiment compléter avec les possibilités réelles. C'est-à-dire que là, je crois qu'ils sont en train de préparer GPT-5, quelque chose comme ça. Je sais plus, ouais, c'est ça, GPT-5. Pour entraîner le modèle, ils n'arrivent même pas à avoir une suffisamment de puissance de calcul. Non, suffisamment d'électricité pour l'entraîner. C'est tellement un trou noir à électricité pour entraîner le modèle qu'en fait, on arrive à des espèces de blocs comme ça. Et je pense que l'intelligence artificielle, en réalité, au lieu de devenir complètement dingo, comme on l'imagine dans le sens exponentiel, ça va être une série de déceptions. Parce que là, on attend Sora. J'y crois pas une seconde. Sora, c'est un coup de com'. Disons que Sora, ouais, je pense qu'il demande, quand on regarde une vidéo qui dure 1 minute de Sora, il y a pas mal de gens qui suspectent que ça demande au moins 1 heure de calcul sur des gros data centers. Mais bien sûr. Donc effectivement, le coût en énergie pour générer une vidéo avec Sora, a priori, est très 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 élevé. Mais c'est des choses qui peuvent s'optimiser. Même comment tu le factures après. C'est des choses qui peuvent s'optimiser. Mais il y a des grosses limites à l'optimisation, malheureusement. C'est-à-dire que j'aimerais bien que ce soit vrai, j'attends Sora aussi, mais j'y crois pas du tout. En termes de... Ce sera peut-être pour, je sais pas moi, des gros organismes qui peuvent le payer très cher, mais sinon, c'est mort. Et c'est ça, en fait. Il va y avoir une série de bottlenecks comme ça, dans lequel, en fait, on est déjà à un beau plateau, là, avec ces Claude 3, machin, etc. On est déjà dans une... Et avec un sujet aussi qu'on n'a pas évoqué, mais le fait qu'ils aient de plus en plus de mal à trouver des données de qualité et que beaucoup de modèles se soient déjà entraînés sur toutes les données de qualité qui étaient disponibles. Donc, c'est-à-dire tous les ouvrages, par exemple,
tous les livres, tout Wikipédia, tous les sites internet suffisamment pertinents pour être référencés, et que du coup, le risque là, c'est de commencer à entraîner les modèles sur des données de moins bonne qualité, donc potentiellement même générées par d'autres IA, surtout avec là en ce moment beaucoup de livres qui sont publiés avec des IA, et donc de perdre en qualité parce qu'on n'arrive plus à avoir suffisamment de données. Donc ouais, c'est une problématique. Hein, donc moi, je suis plus optimiste là-dessus, hein, pour pas te le cacher. Hein, de toute façon, voilà, c'est. Mais moi, je trouve que ce que je viens de dire, c'est ça l'optimisme. Ouais, de se dire que ça va continuer. Faisons avec l'outil qu'on a. Ça va fonctionner, mais voilà, ça va être un peu plafonné. Mais déjà, tel qu'il est aujourd'hui, on peut déjà faire beaucoup de choses avec, ouais, comme tu nous l'as un peu. Voilà, c'est ça l'optimisme. C'est déjà apprenons à les utiliser correctement. Et tu vois, c'est juste ça, hein, c'est vraiment. Ok. Dans ce sens-là. Bon, on va malheureusement devoir clôturer l'épisode, hein, même si la conversation était hyper intéressante, pour éviter de faire un épisode trop long, et puis on pourra en refaire un à l'occasion. En tout cas, je te remercie pour tout, Raphaël, et puis je t'en prie. Peut-être je sais pas si les auditeurs veulent te contacter ou pas, je sais pas s'il y a quelque chose, un endroit où ils peuvent te contacter. Me contacter, j'ai pas de truc spécifique là-dessus. Moi, je suis complètement hors du monde un peu, mais c'est me contacter dans quel. S'ils ont des questions par rapport à l'épisode ou autre. Oui, je sais pas, je peux te filer mon mail. Ouais. Sinon, voilà, on va dire ça, voilà, ils pourront me contacter moi si jamais vous avez des questions. Oui, voilà. Et puis je te transmettrai tout ça, ouais. Ok. Carrément, super. Très bien. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi. C'était sympathique. À une prochaine. Ciao.